Imaginez un monde où un puissant empire semble inébranlable, ses lois et son ordre s'étendant sur de vastes territoires. Mais même au sein des murs les plus solides, une étincelle jaillit parfois, capable d'allumer une flamme qui ébranle les fondements mêmes de cette grandeur. Aujourd'hui, nous voyageons dans la République romaine, à la veille de l'un des événements les plus dramatiques de son histoire, la révolte des esclaves menée par Spartacus. Qu'est-ce qui a conduit à ce conflit monumental? Quelles étaient les conditions qui ont rendu possible un soulèvement d'une telle ampleur? Pour comprendre les origines de la révolte, il faut examiner le tissu socio-économique de la Rome de l'époque, vers le milieu du 1er siècle avant Jésus. La civilisation romaine, célèbre pour ses légions et ses conquêtes, a bâti sa prospérité sur des fondations qui semblent aujourd'hui bien sombres. L'esclavage ne faisait pas seulement partie de l'économie romaine, il en était le fondement. Un grand nombre de personnes capturées au cours de guerres interminables ont été transformées en propriétés, en main-d'œuvre privée de tout droit. Ces personnes ont peiné dans les champs, dans les mines et chez les riches citoyens, assurant la prospérité de la République romaine. À mesure que la puissance romaine s'accroissait et que ses territoires s'étendaient, le nombre d'esclaves augmentait, et avec lui la taille de leurs propriétés foncières, les latifundia. Ces vastes domaines, propriétés de l'aristocratie romaine, devenaient de plus en plus rentables, mais les conditions de travail étaient souvent insupportables. Les esclaves travaillaient du matin au soir, sous la surveillance de surveillants cruels, leur vie dépendant des caprices de leur maître. Ils étaient privés de nom, de famille, de liberté, de tout ce qui fait l'humanité. C'est précisément cette masse de dépossédés, privés de tout, qui constituait une source potentielle de mécontentement et, comme l'histoire l'a montré, une force de résistance. Parallèlement, la République romaine possédait une puissance militaire sans précédent. Ces légions, disciplinées, bien entraînées et équipées, constituaient une véritable machine de conquête qui subjugua d'innombrables nations. Les traditions romaines de prouesses militaires et de campagnes constantes maintenaient cet appareil militaire constamment prêt à intervenir. Les conquêtes apportaient non seulement de nouveaux territoires et de nouvelles ressources, mais aussi un accroissement des esclaves, perpétuant ainsi un cercle vicieux. L'armée était un symbole de la domination romaine, mais c'est dans son ombre, loin des terrains de manœuvre, que les forces mûrissaient pour défier cette puissance. Un aspect intéressant, quoique dérangeant, de la culture romaine étaient les jeux de gladiateurs. Ces spectacles immensément populaires mettaient en scène des duels entre esclaves armés, criminels ou volontaires. Les gladiateurs, souvent forts et bien entraînés, étaient des objets d'admiration, mais leur vie était aussi privée de droits que celle des autres esclaves. Ils vivaient dans des écoles spéciales où ils suivaient un entraînement rigoureux sous la direction d'entraîneurs expérimentés. Pour beaucoup, l'école de gladiateurs était un lieu où l'on les préparait à la mort. Mais pour d'autres, c'était aussi le lieu où ils avaient leur première occasion de faire leurs preuves, de survivre et peut-être d'atteindre un semblant de gloire, ne serait-ce que dans l'arène. C'est d'une telle école, parmi les gladiateurs, qu'émergeait l'homme dont le nom resterait à jamais gravé dans l'histoire. L'identité de Spartacus avant la rébellion demeure mystérieuse, mais les sources dont nous disposons le décrivent comme un homme extraordinaire. Certaines sources le situent en Thrace, une région connue pour ses tribus guerrières. Il pourrait s'agir d'un guerrier capturé par les Romains, voire d'un déserteur de l'armée romaine, ce qui expliquerait ses compétences militaires et sa compréhension des tactiques romaines.
D'autres sources évoquent ses origines dans une noble famille thrace. Quoi qu'il en soit, Spartacus finit par intégrer une école de gladiateurs à Capoue, ville réputée pour ses arènes et ses combats. Gladiateur, il nourrissait sans doute une étincelle de liberté, le désir d'une vie différente de celle qui lui était destinée. C'est dans cette école de gladiateurs, propriété d'un certain Lentulus Batiatus à Capoue, que la rébellion éclata en 73 avant G.C. L'école était connue pour sa cruauté et sa discipline stricte. Les conditions de détention des gladiateurs étaient telles que, selon les historiens, ils se préparaient à la mort et non à une vie d'esclavage. Lorsque le projet de leur vente et de leur possible extermination fut connu, un groupe d'environ 70 gladiateurs décida d'agir. L'évasion fut organisée secrètement. Armés de couteaux de cuisine et d'autres outils improvisés, ils parvinrent à déjouer les gardes. Leurs premiers succès inspirèrent d'autres esclaves des environs, et les gladiateurs commencèrent à être rejoints par des esclaves fugitifs, des paysans et tous ceux qui souffraient de l'oppression romaine. Spartacus, aux côtés d'autres gladiateurs comme Crixus et Eunomos, devint l'un des chefs de file de ce mouvement naissant. Spartacus possédait probablement le charisme et le talent militaire qui lui permirent de fédérer une foule aussi diverse. Crixus était peut-être gaulois et Eunomos germain, ce qui suggère la composition multinationale des premiers rebelles. Les autorités romaines, sous-estimant la gravité de la menace, envoyèrent de petits détachements contre les rebelles. Les premiers affrontements furent inégaux. Les rebelles, bien que mal armés, combattirent avec désespoir et fureur. Ils utilisèrent toutes les armes à leur disposition, ainsi que tout ce qu'ils purent s'emparer des Romains. Leur tactique était simple. Attaquer, profiter de leur supériorité numérique et de leur connaissance du terrain où ils pouvaient se cacher. À la surprise de Rome, ces détachements ne furent pas mis en déroute. Au contraire, ils remportèrent plusieurs victoires, ce qui ne fit qu'attiser la rébellion. L'année 73 avant Jésus-Christ marqua un tournant. Le corps des gladiateurs, mené par Spartacus, Cricus et Eunomaos, passa de fugitifs à une force organisée. De nouveaux partisans commencèrent à affluer. Des esclaves fugitifs des domaines environnants, des paysans sans terre, mécontents de leur situation, et des affranchis qui n'avaient pas trouvé leur place dans la société romaine. Cette foule hétéroclite, unie par un désir commun de liberté, commença à former une véritable armée. Malgré le manque de formation professionnelle, les rebelles apprirent rapidement. La discipline, bien que différente de celle des Romains, s'installa progressivement. Ils s'emparèrent des armes et des armures romaines, ce qui leur permit de combattre plus efficacement. Leur tactique reposait souvent sur la surprise et l'exploitation du terrain. Ils évitèrent les affrontements directs avec les importantes forces romaines, préférant attaquer les petits détachements et les convois de ravitaillement. La première véritable épreuve des rebelles survint lorsque Rome envoya contre eux des forces plus importantes. Des armées consulaires, composées de légionnaires bien entraînés, furent dépêchées. Cependant, à la grande surprise des Romains, ces forces expéditionnaires furent mises en déroute. Spartacus se révéla un commandant talentueux, exploitant habilement les faiblesses de l'ennemi et les atouts de sa propre armée. Il évitait les batailles ouvertes, préférant la guerre de manœuvre, les embuscades et les frappes rapides. Les décisions stratégiques de Spartacus visaient à survivre et à trouver un chemin vers la liberté. Après des succès initiaux en Italie du Nord, il décida de se diriger vers le sud.
Cela était peut-être dû au désir d'échapper aux principales forces romaines, concentrées au nord, ou à l'espoir de trouver un moyen de quitter l'Italie, peut-être par les ports du sud. L'un des succès militaires les plus célèbres de Spartacus eut lieu au Vésuve. Les Romains, croyant les rebelles acculés sur les pentes de la montagne, décidèrent de les assiéger. Cependant, Spartacus, faisant preuve d'une ingéniosité remarquable, descendit de la montagne à l'aide de cordes tressées avec des vignes, contourna les positions romaines et les attaqua à revers. Cette bataille fut une défaite cuisante pour les Romains. Les rebelles s'emparèrent d'une quantité considérable d'armes, d'armures et de provisions, renforçant considérablement leur armée. Suite à cette victoire, le territoire sous contrôle des rebelles commença à s'étendre. L'Italie du Sud devint leur principal champ d'opération. Ils pillèrent des domaines, libéraient des esclaves, et leur nombre augmenta de jour en jour. C'est durant cette période que se produisit la première division sérieuse au sein de l'armée rebelle. Crixus et son groupe choisirent de rester en Italie du Sud, se concentrant peut-être sur le pillage et le butin. Ce groupe fut ensuite mis en déroute par les troupes romaines, une leçon tragique pour les rebelles. Spartacus, pressé de quitter l'Italie, tenta de négocier avec les pirates ciliciens qui dominaient alors les mers. Il espérait qu'il transporterait son armée en Sicile, où se trouvaient peut-être d'autres esclaves prêts à rejoindre la rébellion, ou dans les Balkans pour retourner dans leur patrie. Cependant, les pirates, ayant reçu l'argent de Spartacus, ne tinrent pas leurs promesses. Cet échec laissa l'armée de Spartacus piégée en Italie face à la puissance de l'État romain. Rome finit par prendre conscience de la gravité de la menace. Alarmé par les échecs de ses armées, le Sénat prit des mesures sans précédent. 2 proconsuls furent nommés, chacun doté de pouvoirs considérables. Pompée, déjà célèbre pour ses succès militaires, et Marcus Licinius Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome, qui, aspirant à une carrière politique, investit massivement dans la répression de la rébellion. Crassus porta l'essentiel des combats. Sa stratégie consistait à consolider sa position et à réprimer méthodiquement la rébellion. Il rassembla 8 légions, soit environ 40 000 soldats. Crassus commença le siège de Rhegium, ville où étaient stationnés certains rebelles. Après une lutte acharnée, la ville fut prise et ses habitants, selon certaines sources, furent cruellement punis. L'objectif principal de Crassus était d'isoler l'armée de Spartacus dans le sud de l'Italie. Il entreprit la construction d'imposantes fortifications, un fossé et un rempart s'étendant sur toute l'étroite portion du Brutium, afin d'empêcher les rebelles de percer vers le nord. Il s'agissait d'une prouesse d'ingénierie destinée à piéger Spartacus sur la péninsule. Pendant ce temps, Pompée, stationné au nord, jouait également son rôle. Il combattait les restes de l'armée de Crixus, qui, comme indiqué, avait été mise en déroute. De plus, Pompée interceptait des groupes de fugitifs qui tentaient de percer vers le nord ou de quitter l'Italie. Ainsi, les forces romaines agissaient de manière coordonnée, tentant d'emprisonner l'armée de Spartacus. Malgré tous les efforts romains, Spartacus ne renonça pas. En 71 avant Jésus. Coincé au sud, il décida de percer les fortifications de Crassus par le nord. Les raisons de cette décision pouvaient varier. Peut-être voyait-il que rester au sud entraînerait inévitablement la destruction de son armée par la famine et la maladie, ou peut-être espérait-il percer des défenses affaiblies. Au terme d'une série de combats acharnés, les rebelles parvinrent à percer la ligne fortifiée de Crassus. Lors de ces affrontements, ils démontrèrent une fois de plus leur ténacité et leur aptitude au combat, infligeant plusieurs défaites aux légats romains. Cependant, les forces étaient inégales. L'armée romaine, supérieure en nombre, en discipline et en armes, prit progressivement le dessus.
Le point culminant fut une bataille décisive qui, selon la plupart des historiens, eut lieu en Lucanie. Spartacus, face à l'armée principale de Crassus, accepta le combat. Les détails de cette bataille sont flous, mais on sait qu'elle fut extrêmement sanglante. Spartacus, selon certaines sources, combattit au premier rang, tentant d'atteindre Crassus lui-même. Blessé, il continua le combat jusqu'à sa chute sous l'assaut des légionnaires romains. Sa mort marqua probablement le tournant de la bataille, démoralisant les rebelles restants. Après la mort de Spartacus, les restes de son armée furent dispersés. Les Romains remportèrent une victoire éclatante. La brutalité avec laquelle la rébellion fut réprimée est stupéfiante, même à l'aune de l'Antiquité. Des milliers de rebelles furent exécutés. Le long de la voie appienne, de Capoue à Rome, quelques 6000 esclaves captifs furent crucifiés. Ce n'était pas seulement un châtiment, mais un exemple terrifiant pour quiconque envisagerait une telle rébellion. Le butin obtenu en réprimant la rébellion fut colossal. Crassus et Pompée, s'attribuant le mérite de la victoire, remportèrent des triomphes à Rome, démontrant ainsi leur puissance et leur grandeur. La rébellion de Spartacus, bien que brutalement réprimée, laissa une profonde empreinte sur la société romaine. Elle força les Romains à reconsidérer leur attitude envers les esclaves, sans toutefois la rendre plus humaine. Au contraire, le contrôle des esclaves fut renforcé et de nouvelles lois furent promulguées pour prévenir des rébellions similaires. Les sources d'informations sur la révolte de Spartacus sont rares et souvent biaisées. Nous puisons nos principales informations dans les œuvres d'historiens romains tels que Plutarque, Appien et Salluste. Ces auteurs ont écrit après les événements et leurs récits peuvent contenir des interprétations et des conjectures. Néanmoins, ce sont eux qui ont préservé les archives historiques. Si nous avons connaissance des événements qui sont devenus un tournant dans l'histoire de la République romaine, revenons au début de cet événement capital et tragique. Nous étions en 73 avant Jésus. La République romaine, puissant empire s'étendant de la Bretagne à l'Afrique du Nord, traversait une période de tensions internes. L'économie, largement fondée sur le travail des esclaves, était en pleine croissance, mais le mécontentement grandissait également. Les vastes domaines, ou latifondia, appartenant aux aristocrates, exigeaient toujours plus de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre appartenait principalement à des esclaves. Leur situation était précaire et leur vie était difficile. La puissance militaire de Rome était indéniable. Ces légions disciplinées et bien entraînées remportèrent de nombreuses victoires, élargissant les frontières de la République. Le service militaire était honorable et les traditions liées à l'armée étaient profondément ancrées dans la société romaine. Mais derrière l'éclat des conquêtes se cachait une part d'ombre. L'un de ces aspects étaient les jeux de gladiateurs. Ces spectacles, destinés à divertir les Romains, coûtaient souvent des vies humaines. Les gladiateurs, dont beaucoup étaient des esclaves, des prisonniers de guerre ou des criminels condamnés, s'entraînaient dans des écoles spéciales, se préparant au combat mortel. Leur vie était rude et leur entraînement exténuant. C'est dans une de ces écoles, située à Capoue, que la rébellion éclata. L'école appartenait à un certain Lentulus Batiatus. C'était un établissement où les gladiateurs étaient logés et entraînés pour l'arène. La vie y était réglementée et strictement disciplinée, mais bien sûr, elle n'était pas comparable aux conditions de vie dans les champs ou les carrières. Néanmoins, c'était un lieu où ceux qui se trouvaient tout en bas de l'échelle sociale pouvaient trouver, même si cela était insaisissable, un espoir de survie et parfois même la gloire. Mais pour de nombreux gladiateurs, même cette vie était insupportable.
En 73 avant Jésus, un groupe de plus de 200 hommes, mécontents de leur situation et des mauvais traitements subis, décidèrent de s'enfuir. L'organisateur de cette évasion, selon certaines sources, était un certain Spartacus. Ses origines sont incertaines. Certains le considèrent comme un Thrace, d'autres comme un membre de la tribu des Massagètes. Il pourrait s'agir d'un guerrier capturé, voire d'un déserteur de l'armée romaine. Quoi qu'il en soit, avant son passage à l'école de gladiateurs, il avait probablement l'expérience du combat et savait comment diriger les hommes. L'évasion fut audacieuse. Les gladiateurs, armés de couteaux de cuisine et d'autres armes improvisées, réussirent à s'échapper de l'école. Ils n'étaient pas nombreux, mais déterminés. Leurs premiers succès les enhardirent. Ils réussirent à capturer des chariots transportant des armes de gladiateurs, améliorant ainsi considérablement leur équipement. D'autres gladiateurs rejoignirent également Spartacus. Parmi eux figuraient des figures telles que Crixus et Eunomaus. Crixus était considéré comme Gaulois, tandis que Eunomaus était germanique. Ils devinrent les plus proches alliés de Spartacus et jouèrent un rôle majeur dans l'organisation et la conduite de la rébellion. Ensemble, ces trois chefs réussirent à unifier les groupes disparates de gladiateurs en fuite. Les autorités romaines, bien sûr, ne pouvaient ignorer cette rébellion. Les premières troupes furent dépêchées pour réprimer le soulèvement. Il s'agissait probablement de petites unités, composées de milices citoyennes ou de troupes spécialement recrutées. Leurs armes et leurs tactiques étaient conçues pour des affrontements de routine, mais elles rencontrèrent un ennemi inattendu. Les gladiateurs, bien que dépourvus d'entraînement militaire complet, étaient entraînés au combat, savaient manier les armes et étaient animés par le désespoir et une soif de liberté. Leur nombre, bien que modeste au départ, augmenta progressivement. Peu après leur fuite de Capoue, les rebelles, menés par Spartacus, Crixus et Eunomaus, commencèrent à attirer de nouveaux partisans. Ils furent rejoints non seulement par des esclaves fugitifs des domaines environnants, mais aussi par des paysans libres dont les terres avaient été pillées ou confisquées, ainsi que par des affranchis en grande difficulté. Il ne s'agissait plus d'une simple troupe de gladiateurs, il s'agissait de former une véritable armée, unie par un objectif commun, la lutte pour la liberté. L'organisation de cette armée était impressionnante, compte tenu de sa composition diversifiée. Spartacus et ses camarades réussirent à instaurer la discipline, à déléguer les responsabilités et à fournir des armes aux rebelles. Ils s'emparèrent des camps militaires romains, s'emparant des armes et des armures des soldats vaincus. Leurs tactiques surprirent souvent les Romains. Ils exploitèrent leur connaissance du terrain, la rapidité de leurs raids, et exploitèrent habilement leur supériorité numérique dès qu'elle se présenta. Les premiers affrontements avec les troupes romaines furent fructueux pour les rebelles. Ils réussirent à vaincre plusieurs petits corps expéditionnaires envoyés pour les réprimer. Ces victoires renforcèrent encore l'autorité de Spartacus et de ses partisans. Les troupes commandées par les légats ou officiers subordonnés aux consuls furent mises en déroute. Les consuls, les plus hauts fonctionnaires de la République, furent chargés des campagnes militaires, mais les premières tentatives pour réprimer la rébellion échouèrent. Les décisions stratégiques de Spartacus furent clairvoyantes. Conscient du danger de rester sur place, il décida de se déplacer vers l'Italie du Sud. C'était une sage décision, car les régions méridionales étaient moins densément peuplées de citoyens romains et comptaient un plus grand nombre d'esclaves prêts à se joindre à la rébellion. De plus, l'Italie du Sud avait accès à la mer, ce qui, espérait-il, lui ouvrirait des possibilités de retraite ou d'aide. Peu après eut lieu l'une des batailles les plus célèbres de l'époque, la bataille du Vésuve.
Spartacus et son armée se retrouvèrent piégés sur les pentes du Vésuve. Les Romains, confiants dans leur victoire, décidèrent de les assiéger, bloquant le seul accès à la montagne. Mais Spartacus, faisant preuve d'une ingéniosité remarquable, utilisa des vignes sauvages pour descendre la pente abrupte et contourner les positions romaines. Les Romains, pris au dépourvu par une telle manœuvre, se retrouvèrent en plein désarroi. Les rebelles attaquèrent soudain leur camp par l'arrière, semant la panique et la déroute complète de l'armée romaine. Ils s'emparèrent d'une grande quantité d'armes et d'armures, renforçant encore leur armée. Suite à cette victoire, le territoire sous contrôle des rebelles s'étendit. L'Italie du Sud devint leur principale base. Ils purent également étendre leur influence jusqu'en Sicile, île qui avait été le théâtre de précédentes grandes révoltes d'esclaves. Cependant, la situation y évolua différemment. Malgré leur succès, des dissensions commencèrent à surgir au sein de l'armée rebelle. Crixus, peut-être avec un groupe de ses camarades, décida de se séparer de l'armée principale de Spartacus. Les raisons de cette scission restent obscures. Peut-être s'agissait-il d'un désaccord stratégique ou d'une volonté de piller et de s'emparer de territoires indépendamment. Quoi qu'il en soit, Crixus et ses hommes furent mis en déroute par les troupes romaines. Ce fut le premier coup sérieux porté à l'unité des rebelles. Spartacus, conscient que rester en Italie risquait d'entraîner la destruction totale de son armée, tenta de quitter la péninsule. Il négocia avec les pirates ciliciens qui contrôlaient les routes maritimes méditerranéennes. Son plan était de transporter son armée en Sicile ou en Afrique, où elle pourrait poursuivre le combat ou trouver refuge. Cependant, l'accord avec les pirates échoua. Soit ces derniers trompèrent Spartacus, acceptant un paiement sans fournir de navires, soit ils furent interceptés par la flotte romaine. Quoi qu'il en soit, la tentative de quitter l'Italie échoua. En 72 avant Jésus-Christ, la réponse romaine devint plus décisive. La République prit conscience de la gravité de la menace. 2 généraux expérimentés et influents furent nommés pour réprimer la rébellion. Pompée, fraîchement rentré d'une campagne victorieuse en Espagne, et Marcus Licinius Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome, avide de gloire militaire. La stratégie de Crassus consistait à isoler Spartacus et son armée dans le sud de l'Italie. Il commença à renforcer sa position en construisant des lignes défensives et des fortifications. Il accorda une attention particulière à la cité de Rhegium, située à l'extrémité sud de la péninsule. Crassus assiégea et captura Rhegium, coupant ainsi les voies de fuite de Spartacus. Puis, pour endiguer complètement les rebelles au sud, il entreprit un exploit d'ingénierie monumentale, la construction d'un immense rempart et d'un fossé sur toute la pointe du Brutium. Ce fossé, long de quelque 55 kilomètres, devait empêcher Spartacus de percer vers le nord. Au même moment, Pompée, opérant au nord, combattait les restes de l'armée de Crixus, encore incomplètement détruite, et interceptait des groupes d'esclaves fugitifs tentant de fuir l'Italie. Les Romains employèrent donc une double stratégie. Crassus tentait d'encercler Spartacus au sud, tandis que Pompée s'efforçait d'empêcher sa fuite et d'éliminer les troupes dispersées. Malgré tous les efforts des Romains, Spartacus parvint une fois de plus à démontrer sa ruse militaire. Coincé derrière les fortifications de Crassus, lui et son armée parvinrent à percer les défenses à un endroit où elles avaient été affaiblies par les conditions naturelles ou la négligence. Ils se retrouvèrent libres, mais leur situation était désastreuse. En 71 avant Jésus-Christ, la dernière campagne de Spartacus débuta. Face à la supériorité des forces romaines et conscient que tous ces jours prolongés dans le sud étaient voués à l'échec, il décida de se frayer un chemin vers le nord, espérant fuir l'Italie par les Alpes.
C'était risqué, mais c'était peut-être sa seule chance. L'armée rebelle, épuisée mais toujours prête au combat, engagea le combat contre les légats de Crassus. Spartacus remporta plusieurs victoires, mettant en déroute les troupes romaines et démontrant ses prouesses militaires inégalées. Cependant, les chances étaient inégales. Crassus, fort de vastes ressources et de légions disciplinées, se rapprochait progressivement. La bataille décisive eut lieu en Lucanie. Le lieu exact est inconnu, mais c'est là que les forces principales de Spartacus rencontrèrent l'armée romaine commandée par Crassus. Spartacus, selon certaines sources, combattit aux avant-postes, tentant d'atteindre Crassus lui-même. Blessé, il continua le combat jusqu'à sa chute sous l'assaut des légionnaires romains. Sa mort marqua probablement le tournant de la bataille, démoralisant les rebelles restants. Après la mort de Spartacus, les restes de son armée furent dispersés. Les Romains remportèrent une victoire éclatante. La brutalité avec laquelle la rébellion fut réprimée est stupéfiante, même à l'aune de l'Antiquité. Des milliers de rebelles furent exécutés. Le long de la voie appienne, de Capoue à Rome, quelques 6000 esclaves captifs furent crucifiés. Ce n'était pas seulement un châtiment, mais un exemple terrifiant pour quiconque envisagerait une telle rébellion. Le butin obtenu en réprimant la rébellion fut colossal. Crassus et Pompée, s'attribuant le mérite de la victoire, remportèrent des triomphes à Rome, démontrant ainsi leur puissance et leur grandeur. La rébellion de Spartacus, bien que brutalement réprimée, laissa une profonde empreinte sur la société romaine. Elle força les Romains à reconsidérer leur attitude envers les esclaves, sans toutefois la rendre plus humaine. Au contraire, le contrôle des esclaves fut renforcé et de nouvelles lois furent promulguées pour prévenir des rébellions similaires. Les sources d'informations sur la révolte de Spartacus sont rares et souvent biaisées. Nous puisons nos principales informations dans les œuvres d'historiens romains tels que Plutarque, Appien et Salluste. Ces auteurs ont écrit après les événements et leurs récits peuvent contenir des interprétations et des conjectures. Néanmoins, ce sont eux qui nous ont apporté la connaissance des événements qui ont marqué un tournant dans l'histoire de la République romaine. La République romaine, à l'aube du IIIe siècle avant Jésus, était un État dont la puissance et l'influence grandissaient à chaque décennie. Cette puissance reposait non seulement sur sa machine militaire, mais aussi sur un système socio-économique complexe dans lequel l'esclavage jouait un rôle clé. Des millions de personnes capturées lors de nombreuses conquêtes devinrent la propriété des citoyens romains. Ils cultivaient la terre, bâtissaient des villes, travaillaient dans des ateliers et étaient même domestiques. Ce système permettait aux citoyens romains de s'engager dans la politique, les affaires militaires et les arts, libérant ainsi du travail physique pénible. À mesure que l'État romain se développait, le phénomène des latifundia, vastes domaines fonciers appartenant à de riches propriétaires, se développa. Ces terres étaient en grande partie exploitées par des esclaves, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, comparables à celles du travail forcé dans ses formes les plus pénibles. Leurs vies étaient imprévisibles, dépendantes de la volonté de leur maître, et offrant rarement la possibilité de jouir de la liberté. L'armée romaine, en revanche, était un modèle de discipline et d'organisation. Les légions, composées de citoyens rigoureusement entraînés, étaient capables de remporter des victoires sur les adversaires les plus redoutables. Les traditions de valeur et de gloire militaire étaient profondément ancrées dans la société romaine, et le succès militaire était l'une des principales voies d'accès à l'influence politique et à la reconnaissance sociale. Les conquêtes apportaient à Rome non seulement de nouveaux territoires et de nouvelles ressources, mais aussi un nombre considérable d'esclaves, perpétuant ainsi le cercle vicieux de l'économie romaine.
Outre la puissance militaire, la société romaine célébrait également des spectacles tels que les jeux de gladiateurs. Organisés dans des amphithéâtres, ces jeux n'étaient pas seulement un divertissement, mais aussi un élément important de la vie publique, démontrant la force et la brutalité de l'État romain. Les gladiateurs, souvent esclaves ou prisonniers de guerre, suivaient un entraînement rigoureux dans des écoles spéciales. Leurs conditions de vie étaient spartiates et leurs chances de survie étaient minces. Néanmoins, pour certains gladiateurs, ces jeux devenaient une occasion d'accéder à la gloire et, dans de rares cas, à la liberté. C'est dans ce contexte, où l'esclavage était la norme et la violence quotidienne, qu'émergea la figure de Spartacus. On sait peu de choses sur ses origines avant la révolte, mais la plupart des sources s'accordent à dire qu'il était thrace, ayant peut-être servi dans l'armée romaine comme auxiliaire. Son destin le conduisit ensuite à l'esclavage, puis à l'école de gladiateurs de Capoue. Il est difficile de déterminer avec certitude quel genre de personne était Spartacus avant de prendre la tête de la révolte, mais ses actions ultérieures témoignent de qualités de leader exceptionnelles, d'un esprit stratégique et d'un profond désir de liberté. Le 7e siècle avant Jésus fut une période de profonds changements pour la République romaine. Et l'un des événements les plus marquants fut la révolte des esclaves, connue sous le nom de révolte de Spartacus. Elle débuta dans la 7e décennie de notre ère, plus précisément en 73 avant Jésus, avec la fuite de gladiateurs de l'école de Lentulus Batiatus à Capoue. Cette école était l'une des plus réputées d'Italie, accueillant environ 200 gladiateurs s'entraînant dans l'arène. Les conditions de vie étaient difficiles et la vie morne. En 73 avant Jésus, conscients de leur situation et peut-être inspirés par l'esprit de combat, un groupe de gladiateurs, dont Spartacus et ses camarades Crixus et Onomaos, décidèrent de s'échapper. Leur plan était audacieux et risqué. Utilisant des couteaux de cuisine et d'autres armes improvisées, ils réussirent à s'échapper de l'école, tuant les gardes. Leur première rencontre avec les détachements romains envoyés pour les capturer se révélèrent contre toute attente une réussite pour les gladiateurs. Armés seulement de leurs moyens et poussés par la rage et le désir de survivre, ils firent preuve d'une résilience et d'un sens tactique remarquables. Bientôt, la bande de gladiateurs fugitifs fut rejointe par d'autres esclaves échappés des domaines voisins, ainsi que par des paysans et des affranchis démunis. Ces hommes, aux vies marquées par la misère et l'injustice, voyaient en Spartacus et ses hommes l'espoir d'une libération. Ainsi, la petite troupe de gladiateurs se transforma peu à peu en une armée organisée. Spartacus, Crixus et Nomaus devinrent les principaux chefs de ce mouvement, contribuant chacun au succès des rebelles. Spartacus, considéré comme doté de la plus grande autorité et d'une vision stratégique indéniable, assuma la direction principale. L'armée rebelle, bien que composée principalement d'hommes inexpérimentés, était très motivée et recherchait la discipline. Elle s'empara des armes et des armures des soldats romains, ce qui lui permit d'améliorer progressivement son équipement. Les premiers affrontements avec les unités romaines, composées de soldats peu entraînés ou inexpérimentés, se soldèrent par une défaite romaine. L'armement des rebelles, bien que varié, comprenait à la fois des armes de gladiateurs et des armes prises à l'ennemi. La tactique de Spartacus, fondée sur les attaques surprises et l'exploitation du terrain, se révéla très efficace contre les unités romaines plus nombreuses mais moins mobiles. Les autorités romaines, sous-estimant l'ampleur de la menace, envoyèrent de petites forces expéditionnaires contre les rebelles. Ces forces, composées de plusieurs milliers de soldats, furent mises en déroute.
L'un des premiers affrontements fut la défaite d'un détachement commandé par le préteur Gaius Claudius Glaber, qui tentait de bloquer Spartacus sur le Vésuve. Les Romains, confiants dans leur victoire, ne s'attendaient pas à ce que les rebelles trouvent une issue à leur situation apparemment désespérée. Les décisions stratégiques de Spartacus durant cette période visaient à préserver et à renforcer son armée. Au lieu de tenter une percée vers le nord en direction de Rome, il décida d'avancer vers le sud de l'Italie. Cette décision était probablement motivée par le désir d'éviter des affrontements directs avec le gros de l'armée romaine, qui n'était pas encore pleinement mobilisée, ainsi que par le désir de trouver des territoires plus sûrs pour organiser et entraîner ses hommes. En 73 avant Jésus-Christ, après une évasion réussie de l'école de gladiateurs de Capoue, l'armée de Spartacus commença à croître rapidement. Aux gladiateurs fugitifs se joignirent des milliers d'esclaves fuyant les terres agricoles, ainsi que des paysans pauvres et des affranchis mécontents de leur situation. Privés de tout, ces derniers voyaient dans la rébellion leur seule chance de liberté et d'une vie meilleure. Spartacus, Crixus et Eunomaos, en tant que chefs, s'efforcèrent d'organiser cette masse hétérogène en une sorte d'armée. Ils cherchèrent à inculter la discipline à leurs partisans, une tâche difficile compte tenu de leurs origines et de leur manque d'expérience militaire. Néanmoins, une soif de liberté et un objectif commun favorisèrent l'unité. Les armes des rebelles étaient extrêmement diverses, des armes de gladiateurs telles que les épées, les dagues et les boucliers, aux outils agricoles qui pouvaient servir d'armes improvisées. Ils s'emparèrent également activement des armes et des armures des soldats romains, ce qui améliora progressivement leur capacité au combat. Les premiers affrontements avec les troupes romaines envoyées pour mater la rébellion se soldèrent par une défaite inattendue pour les Romains. Habitués à des légions disciplinées, les Romains sous-estimèrent la détermination et l'ingéniosité des rebelles. La tactique de Spartacus, fondée sur les attaques surprises et l'exploitation du terrain, se révéla très efficace. Par exemple, lors de la bataille du Vésuve, lorsqu'un détachement romain sous le commandement du préteur Gaius Claudius Glaber tenta de bloquer les rebelles à flanc de montagne, Spartacus ordonna à ses hommes de tisser des échelles avec des vignes et de descendre la falaise abrupte débordant les Romains. Pris au dépourvu, les Romains furent complètement mis en déroute, et les rebelles s'emparèrent d'importantes quantités d'armes et de provisions. Ces succès contribuèrent à l'expansion de la rébellion. Le territoire sous leur contrôle s'étendit, englobant les régions méridionales de l'Italie. Leur armée, selon certaines estimations, comptait des dizaines de milliers de soldats. Cependant, malgré les succès militaires, des dissensions commencèrent à émerger au sein du mouvement rebelle. Crixus, l'un des camarades de Spartacus, recherchait une action plus agressive, voire le pillage, tandis que Spartacus, selon les historiens, poursuivait des objectifs à plus long terme, visant à libérer ses hommes et, peut-être, à retourner dans son pays natal. Suite à ces désaccords, l'armée se divisa. Crixus et son unité se séparèrent de Spartacus et prirent une direction différente. Bientôt, son unité fut encerclée et mise en déroute par les troupes romaines. Ce fut le premier coup dur porté à la rébellion. Spartacus, conscient qu'un séjour prolongé en Italie devenait de plus en plus dangereux, tenta de quitter la péninsule. Il conclut un accord avec des pirates ciliciens, qui promirent de le transporter, lui et son armée, en Sicile, une île où l'esclavage était également répandu et où Spartacus espérait trouver de nouveaux partisans. Cependant, les pirates, après avoir reçu le paiement, revinrent sur leurs promesses, abandonnant les rebelles sur le rivage. Ce revers devint un obstacle supplémentaire à la liberté de Spartacus. Après avoir réussi à s'échapper de l'école de gladiateurs de Capoue,
Spartacus et ses partisans durent non seulement survivre, mais aussi développer leur armée. Les premiers affrontements avec les troupes romaines, bien que remportés grâce à leur ingéniosité tactique et à leur connaissance du terrain, montrèrent qu'ils ne pouvaient se contenter éternellement d'escarmouches aléatoires. La République romaine, consciente de la menace, commença à rassembler des forces plus importantes pour réprimer la rébellion. Durant cette période, en 73 avant Jésus-Christ, dans le sud de l'Italie, où l'esclavage était particulièrement répandu, de nouvelles recrues commencèrent à rejoindre l'armée de Spartacus. Il ne s'agissait pas seulement de gladiateurs, mais aussi d'esclaves fugitifs et de paysans libres dont la vie avait été dévastée par les guerres et les impôts incessants. Chaque nouvelle recrue apportait ses propres compétences et connaissances. Certains savaient cultiver la terre, d'autres étaient habiles dans l'artisanat, et d'autres encore, comme les gladiateurs, avaient l'expérience du combat. L'organisation de l'armée rebelle devint une priorité absolue. Spartacus, lui-même guerrier expérimenté, comprenait l'importance de la discipline et de l'ordre. Il s'efforça de créer l'apparence d'une véritable armée où chacun connaissait sa place et obéissait aux ordres. Au départ, leur équipement était maigre. Les gladiateurs utilisaient ce qu'ils pouvaient récupérer à l'école, et les nouveaux venus apportaient ce qu'ils trouvaient ou volaient. Progressivement, après chaque escarmouche victorieuse contre les Romains, les rebelles élargirent leurs arsenaux. Ils s'emparèrent d'épées, de lances, de boucliers et de casques. L'armement romain, bien que de bonne facture, s'avéra souvent plus lourd et moins confortable pour ceux habitués à un équipement plus léger. Les rebelles l'adaptèrent à leurs besoins, utilisant parfois des armures plus légères et des épées plus courtes, ce qui leur conférait un avantage en termes de maniabilité. La tactique de Spartacus reposait sur l'exploitation des faiblesses de l'ennemi et sa connaissance du terrain. Il choisissait souvent des gorges étroites ou des terrains vallonnés pour ses combats, où les légions romaines, habituées à combattre en plaine, se sentaient en insécurité. Son armée, composée d'hommes endurcis et résistants, était capable d'entreprendre de longues marches et d'agir rapidement. Durant cette période, les premiers affrontements sérieux avec des forces romaines plus importantes eurent lieu. Le Sénat, prenant enfin conscience de l'ampleur de la menace, envoya 2 armées consulaires contre les rebelles. Les consuls cette année-là étaient Lucius Gellius Publicola et Cnaeus Cornelius Lentulus Claudianus. Ces armées, estimées à 20 à 30 000 soldats chacune, étaient destinées à réprimer rapidement la rébellion. Cependant, malgré leur supériorité numérique, les Romains subirent une défaite. L'une des armées fut mise en déroute au combat, où, selon les sources, les rebelles eurent recours à des embuscades et à des attaques surprises. L'autre armée subit également de lourdes pertes. Ces succès ne furent pas de simples victoires militaires, ils eurent une immense portée psychologique. Ils démontrèrent que la machine militaire romaine n'était pas invincible et redonnèrent espoir à des milliers d'esclaves à travers l'Italie. Après ces victoires, la stratégie de Spartacus changea. Il comprit que son armée, bien que puissante, ne pourrait pas résister longtemps à la puissance de Rome. Il décida de se réfugier dans le sud de l'Italie, dans les régions où l'esclavage était le plus répandu et où il pouvait espérer trouver davantage de soutien et mieux se cacher des troupes romaines. L'Italie du Sud, avec ses terres fertiles et ses vastes domaines, était un lieu idéal pour attirer les esclaves en fuite. Nous étions en 73 avant Jésus-Christ, et les événements se déroulaient rapidement. Après une évasion audacieuse de l'école de gladiateurs de Capoue, Spartacus et ses partisans, principalement des gladiateurs, se retrouvèrent libres, mais dans une position très vulnérable. Ils n'étaient qu'une soixantaine, mais ils étaient armés et déterminés.
Les premiers affrontements avec les petits détachements romains envoyés pour les capturer se soldèrent par la victoire des rebelles. Cela n'avait rien d'étonnant, car les gladiateurs étaient entraînés à l'art du combat, et les soldats romains, envoyés en toute hâte, n'étaient pas toujours les meilleurs combattants. L'une des tactiques clés employées par Spartacus dès le début consistait à exploiter le terrain. Lui et ses hommes savaient exploiter les collines, les forêts et les ravins à leur avantage. Par exemple, lorsqu'ils furent attaqués par un détachement prétorien de 3000 hommes sous le commandement de Gaius Claudius Glaber, Spartacus fit preuve d'ingéniosité. Glaber avait établi son camp au sommet d'une montagne, bloquant la seule voie de fuite connue. Cependant, selon les historiens, Spartacus ordonna à ses hommes de tisser des échelles avec des lianes et de descendre la falaise abrupte, prenant les Romains à revers. Pris au dépourvu, les Romains furent complètement mis en déroute et les rebelles s'emparèrent d'importantes quantités d'armes et de provisions. Ces succès contribuèrent à l'expansion de la rébellion. Le territoire sous leur contrôle s'étendit, englobant les régions méridionales de l'Italie. Leur armée, selon certaines estimations, comptait des dizaines de milliers d'hommes. Cependant, malgré les succès militaires, des dissensions commencèrent à émerger au sein du mouvement rebelle. Crixus, l'un des camarades de Spartacus, recherchait une action plus agressive et peut-être le pillage, tandis que Spartacus, selon les historiens, avait des objectifs à plus long terme, visant à libérer ses hommes et, peut-être, à retourner dans son pays natal. Suite à ces désaccords, l'armée se divisa. Crixus et son unité se séparèrent de Spartacus et prirent une autre direction. Bientôt, son unité fut encerclée et vaincue par les troupes romaines. Ce fut le premier coup dur porté à la rébellion. Spartacus, conscient qu'un séjour prolongé en Italie devenait de plus en plus dangereux, tenta de quitter la péninsule. Il conclut un accord avec des pirates ciliciens qui promirent de le transporter, lui et son armée, en Sicile, une île où l'esclavage était également répandu et où Spartacus espérait trouver de nouveaux partisans. Cependant, les pirates, après avoir reçu le paiement, ne tinrent pas leurs promesses, abandonnant les rebelles sur le rivage. Cet échec constitua un obstacle supplémentaire sur le chemin de la liberté de Spartacus. C'est après ces événements, en 72 avant Jésus-Christ, que la République romaine prit enfin conscience de la gravité de la menace. Le Sénat décida d'envoyer 2 généraux expérimentés contre Spartacus, chacun avec sa propre légion. Il s'agissait de Cneius Pompée, célèbre pour ses succès militaires en Occident, et de Marcus Licinius Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome, qui cherchait à consolider sa carrière politique par des victoires militaires. Crassus reçut le commandement de la majorité des forces romaines opérant en Italie, et sa mission consistait non seulement à vaincre l'armée de Spartacus, mais aussi à empêcher son expansion. Crassus agit avec détermination. Il rassembla 8 légions, soit environ 40 000 soldats expérimentés. Sa stratégie consistait à empêcher Spartacus de manœuvrer et à le piéger. Crassus commença à renforcer sa position, construisant des lignes défensives et des camps fortifiés. Son objectif principal était d'isoler Spartacus dans le sud de l'Italie, le berceau de la rébellion. Il cherchait à limiter l'accès des rebelles aux ressources et à obtenir un avantage numérique. Tandis que Crassus concentrait le gros de ses forces dans le sud, Pompée fut envoyé en Italie du Nord. Sa mission était d'intercepter tout groupe rebelle qui tenterait de franchir les Alpes et de s'occuper des restes de l'armée de Crixus, qui, comme on le découvrit, n'avait pas été complètement détruit lors des escarmouches précédentes.
Les actions de Pompée visaient davantage à nettoyer la zone et à empêcher la rébellion de se propager, tandis que Crassus était chargé de mener une bataille décisive. Crassus lance une série d'opérations victorieuses, vainquant plusieurs petits groupes rebelles qui tentaient de percer ses lignes. Ses actions à Rhegium, une cité antique du sud de l'Italie, sont particulièrement remarquables. Il réussit à assiéger et à prendre la ville où une partie de l'armée de Spartacus s'était réfugiée. Cette victoire lui permit de consolider son contrôle sur la région et de démontrer aux Romains que la rébellion serait écrasée. L'opération la plus ambitieuse de Crassus fut la construction de fortifications massives. Il ordonna le creusement d'un fossé et la construction d'un rempart de quelques 55 kilomètres de long, destiné à isoler toute la frontière sud de l'Italie d'une côte à l'autre. L'objectif était clair, piéger Spartacus dans ce sac et l'empêcher de battre en retraite ou de recevoir des renforts. C'était une prouesse d'ingénierie monumentale, témoignant de la détermination de Rome à mettre fin à la rébellion. Cependant, comme la suite des événements l'a démontré, même les fortifications les plus redoutables ne purent arrêter un homme animé par sa soif de liberté. Les événements de 70 avant Jésus marquèrent le point final de la tragique rébellion de Spartacus. Après une tentative infructueuse de négociation avec les pirates et constatant que Crassus l'avait isolé dans le sud de l'Italie, Spartacus décida de se frayer un chemin vers le nord. Les raisons de cette décision pouvaient être diverses. Peut-être espérait-il contraindre Crassus à lever le siège s'il commençait lui-même à menacer les cités romaines du nord. Ou peut-être cherchait-il simplement une issue à l'impasse, espérant trouver des conditions plus favorables à la poursuite du combat, voire même faire traverser les Alpes à ses hommes et rentrer chez lui. Le voyage vers le nord fut long et périlleux. Crassus, informé des intentions de Spartacus, ne l'attendit pas à ses fortifications. Il lança ses troupes à sa poursuite, cherchant à intercepter les rebelles et à leur porter un coup décisif. Durant cette campagne, plusieurs batailles eurent lieu contre les légats de Crassus, ses plus proches lieutenants. Ces combats, bien que non décisifs, démontrèrent que l'armée de Spartacus représentait toujours une menace sérieuse. Les rebelles, malgré la fatigue et les escarmouches incessantes, conservèrent leur combativité et firent preuve d'ingéniosité tactique. La rébellion culmina lors de la bataille de Lucanie dans le sud de l'Italie. Le lieu exact de cette bataille fait encore l'objet de débats parmi les historiens, mais on sait que c'est là que s'est déroulée la bataille décisive. Crassus rassembla toutes ses forces pour mettre un terme définitif à la rébellion. Spartacus, conscient qu'il n'y avait peut-être pas d'autre issue, jeta lui aussi tout ce qu'il avait dans la bataille. La tactique de cette bataille fut apparemment très féroce. Les légionnaires romains, entraînés à la discipline et au combat ordonné, rencontrèrent une résistance acharnée de la part des rebelles. Plutarque, l'une des principales sources d'informations sur la rébellion, décrit Spartacus lui-même combattant au premier rang, se frayant un chemin jusqu'à Crassus. Blessé à la cuisse, il continua le combat, s'appuyant sur son genou et son bouclier. Cependant, malgré son courage, les forces étaient inégales. Les rebelles furent encerclés et progressivement anéantis. La mort de Spartacus est entourée de mystères. Selon une version, il serait tombé au combat, combattant jusqu'à son dernier souffle. Selon une autre, son corps n'aurait jamais été retrouvé, alimentant les rumeurs de sa possible survie. Quoi qu'il en soit, sa mort marqua la fin de la résistance organisée. La rébellion, qui menaçait de saper les fondements de la République romaine, fut brutalement réprimée. Après la défaite de l'armée de Spartacus, la République romaine déploya toute sa cruauté. L'objectif n'était pas seulement de réprimer la rébellion, mais aussi d'intimider quiconque tenterait de suivre l'exemple de Spartacus.
Des milliers de rebelles survivants furent capturés. 6000 d'entre eux furent crucifiés le long de la voie appienne, reliant Capoue à Rome. Ce fut un spectacle horrible, destiné à rappeler perpétuellement les conséquences de la désobéissance. Chaque crucifix symbolisait la répression, et la route elle-même devint un monument macabre à la cruauté. Pour les généraux qui ont réprimé la rébellion, ce fut l'occasion de triompher et de consolider leur position. Marcus Licinius Crassus, principal responsable, eut l'occasion d'organiser un cortège triomphal, démontrant sa puissance militaire et sa richesse. Cnèse Pompée, arrivé en Italie du Nord et exterminant les derniers rebelles, s'attribua également une part de gloire et remporta un triomphe, quoique de moindre ampleur. Ces triomphes étaient plus que de simples célébrations, c'étaient des événements politiques démontrant la puissance et la grandeur de Rome. Les conséquences de la rébellion de Spartacus pour la République romaine furent considérables. Premièrement, elle força les Romains à reconsidérer leur attitude envers les esclaves. La menace d'un soulèvement d'une telle ampleur révéla la vulnérabilité du système esclavagiste. De nouvelles lois furent adoptées, renforçant le contrôle des esclaves, limitant leurs déplacements et leurs rassemblements. Les mesures de sécurité furent renforcées afin d'éviter que des événements similaires ne se reproduisent. Deuxièmement, la révolte eut un impact sur les affaires militaires romaines. Bien que l'armée romaine demeurait largement invincible, l'expérience de combattre une force aussi flexible et inventive que celle de Spartacus força les généraux à repenser tactique et stratégie. On comprit que même des légions bien entraînées pouvaient être vaincues si elles manquaient de souplesse et de capacité d'adaptation aux conditions changeantes. La rébellion de Spartacus est devenue non seulement un événement historique, mais aussi un symbole puissant. Tout au long de l'histoire, l'image de Spartacus est devenue une source d'inspiration pour les peuples qui se sont battus pour leur liberté et leurs droits. De gladiateur devenu chef d'esclaves, il est devenu un symbole de la lutte contre l'oppression, d'un esprit indomptable et du désir de liberté. Les sources qui nous renseignent sur ces événements sont rares et souvent contradictoires. Les principales sont les œuvres de Plutarque, historien et biographe romain qui vécut un siècle après la révolte. Sont également importantes celles d'Appien, historien grec, et de Salluste, historien romain. Lorsque la République romaine fut confrontée à la révolte des esclaves, elle avait déjà parcouru un long chemin. Pendant des siècles, Rome avait étendu ses frontières, soumettant de nouveaux territoires et de nouveaux peuples. Cette expansion eut de profondes conséquences socio-économiques. L'esclavage devint le fondement de l'économie romaine. Un grand nombre de prisonniers de guerre, capturés lors des conquêtes, furent réduits en esclavage, et travailleurs dans les champs, les mines, les ateliers, et même chez les citoyens romains. L'augmentation du nombre d'esclaves conduisit à la formation de vastes propriétés foncières, appelées latifundia. Ces vastes domaines, gérés par des esclaves, devinrent de plus en plus rentables, déplaçant les petits propriétaires et exacerbant les inégalités sociales. La situation des esclaves était extrêmement difficile. Ils étaient considérés comme la propriété de leur maître, privés de tout droit. Leur vie dépendait uniquement de la volonté et de la clémence de leurs propriétaires. La puissance militaire romaine était l'une des raisons de sa domination. Les légions, disciplinées et bien entraînées, devinrent un instrument de conquête et de maintien de l'ordre. Le service militaire était un devoir honorable pour les citoyens romains, et les traditions de loyauté, de courage et de force d'âme leur étaient inculquées dès l'enfance.
Les conquêtes apportèrent à Rome non seulement de nouveaux territoires, mais aussi d'immenses richesses et un afflux d'esclaves, perpétuant un cercle vicieux. Les jeux de gladiateurs occupaient une place particulière dans la culture romaine. Ils n'étaient pas seulement un divertissement, mais aussi un élément important de la vie publique, un moyen de démontrer sa force et son courage, et de détourner l'attention de la population des problèmes urgents. Les gladiateurs étaient le plus souvent des esclaves, des prisonniers de guerre ou des criminels condamnés. Leur entraînement était rigoureux et long. Ils s'entraînaient dans des écoles spéciales où ils apprenaient le maniement de diverses armes et techniques de combat. Leurs conditions de vie étaient rudes, mais ils jouissaient d'une certaine renommée et même du respect de la foule, surtout s'ils remportaient des victoires. C'est dans ce contexte qu'éclata la rébellion. L'identité de Spartacus, le protagoniste de ces événements, demeure mystérieuse. Selon une version, il s'agissait d'un guerrier thrace, tombé en esclavage chez les Romains. D'autres suggèrent qu'il servait dans les troupes auxiliaires de l'armée romaine, désertant ou étant capturé. Ses origines pourraient être nobles, ce qui expliquerait ses qualités de meneur et son aptitude à diriger les hommes. D'autres sources évoquent son appartenance à une tribu de gladiateurs, dont la vie fut jalonnée de luttes et de souffrances, ce qui a sans aucun doute forgé son caractère. En 173 avant Jésus, la ville de Capoue abritait l'une des célèbres écoles de gladiateurs, propriété de Lentulus Batiatus. C'est là que la rébellion éclata. Mécontent des conditions de combat et de la perspective de mourir dans l'arène, un groupe d'environ 70 gladiateurs, mené par Spartacus, Crixus et Enomaus, décida de s'enfuir. L'organisation était minutieusement planifiée, malgré des ressources limitées. Ils réussirent à s'emparer des armes de cuisine et à s'échapper de l'école. Leur premier succès était dû à leur expérience du combat et à la surprise de l'attaque. Ils réussirent à vaincre un petit détachement envoyé pour les capturer et à s'emparer des armes et des armures romaines. Spartacus, Crixus et Enomaus devinrent les principaux chefs des rebelles. Spartacus possédait probablement la plus grande autorité et une vision stratégique exceptionnelle. Crixus était probablement son plus proche allié, et Onomaus, à en juger par son nom, était d'origine germanique et jouissait également du respect des combattants. Les premiers affrontements avec les troupes romaines démontrèrent que, malgré la supériorité numérique et la supériorité des Romains en matière d'armes, les rebelles, animés par un courage désespéré et un désir de liberté, pouvaient remporter la victoire. Leur tactique impliquait souvent des éléments de guérilla, des attaques surprises et une connaissance approfondie du terrain. La rébellion prit de l'ampleur, de nouveaux partisans rejoignirent les gladiateurs. Des esclaves fugitifs des domaines voisins, des paysans dépossédés de leurs terres, et même des affranchis mécontents de leur situation, virent en Spartacus un espoir de libération. L'armée rebelle grandit, et Spartacus fut contraint de l'organiser. Il chercha à inculquer la discipline à ses combattants et à leur apprendre à utiliser les armes et armures romaines capturées. Les tactiques des rebelles devinrent de plus en plus sophistiquées et ils apprirent à combattre contre les troupes romaines régulières. Les autorités romaines, sous-estimant la menace, envoyèrent d'abord de petites forces expéditionnaires contre les rebelles. Cependant, ces détachements, composés de la garde prétorienne et d'autres unités, ne parvinrent pas à vaincre l'armée de Spartacus. Les légats commandant ces corps furent défaits. Ce fut un choc pour Rome. En 173 avant Jésus-Christ, après une série de batailles victorieuses, l'armée de Spartacus vainquit un détachement prétorien commandé par Gaius Claudius Glaber. Cette défaite fut suivie de celle d'un autre détachement commandé par Publius Varinius.
Ces victoires permirent aux rebelles de s'emparer d'importantes quantités d'armes, de provisions et de chevaux, renforçant ainsi considérablement leurs forces. Les décisions stratégiques de Spartacus ont été controversées parmi les historiens. Après des succès initiaux, il décida d'avancer vers le sud de l'Italie. Son objectif n'était probablement pas tant la conquête de Rome que l'obtention de la liberté et l'évacuation de ses partisans d'Italie. L'Italie du Sud, avec son littoral complexe et son importante population d'esclaves, offrait un territoire propice au réapprovisionnement de son armée et à la recherche de voies de fuite. Les succès militaires des rebelles se poursuivirent en 1073 et 1072 avant Jésus-Christ. L'une des batailles les plus célèbres eut lieu au Vésuve. Les Romains, confiants en leur force, encerclèrent le camp de Spartacus, croyant l'avoir piégé. Cependant, Spartacus fit preuve d'une ingéniosité remarquable. Il ordonna à ses hommes de tisser des échelles avec des vignes sauvages et de descendre une falaise abrupte que les Romains considéraient comme infranchissable. Ces derniers, pris au dépourvu, furent mis en déroute. Les rebelles s'emparèrent de leur camp, de leurs armes et de leur équipement, qui devinrent un atout précieux. Suite à cette victoire, le territoire des rebelles s'étendit, englobant la majeure partie de l'Italie du Sud. Les rumeurs des succès de Spartacus se répandirent, attirant encore plus de réfugiés. Cependant, des dissensions commencèrent à surgir au sein des rangs rebelles. Certains, principalement des Gaulois et des Germains, menés par Crixus, cherchaient à piller et à regagner leur patrie, tandis que Spartacus aurait eu des objectifs à plus long terme. Crixus se sépara avec son groupe, composé d'une trentaine de milliers d'hommes, et se dirigea vers les Pouilles. Là, il fut vaincu par une armée romaine sous le commandement du consul Lucius Gellius Publicola. Face à la puissance croissante de l'armée romaine et aux dissensions internes, Spartacus tenta de quitter l'Italie. Il comptait se rendre en Sicile, où il espérait trouver le soutien de la population locale, elle aussi victime de l'esclavage. À cette fin, il conclut un accord avec les pirates ciliciens qui contrôlaient les routes maritimes. Cependant, après avoir reçu le paiement de Spartacus, les pirates manquèrent à leurs obligations et ne livrèrent pas son armée en Sicile. Cela porta un sérieux coup à ses plans. La République romaine finit par reconnaître la gravité de la menace. Il fut décidé d'envoyer une force plus importante contre Spartacus. En 172 avant Jésus, 2 proconsuls furent nommés à Rome. Cnaeus Pompée, un général renommé, et Marcus Licinius Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome, aspirant à la gloire militaire. Crassus reçut le commandement de l'armée principale, forte d'environ 40 000 légionnaires. La stratégie de Crassus visait à isoler Spartacus et à l'empêcher de battre en retraite. Il commença à fortifier ses positions dans le sud de l'Italie, tentant ainsi d'isoler les rebelles du reste de la péninsule. Crassus décida de construire de puissantes fortifications, un fossé et un rempart sur l'isthme de Brutium, qui séparait la Calabre du reste de l'Italie. L'objectif était de piéger l'armée de Spartacus à l'extrémité sud de l'Italie. Pendant ce temps, Crassus assiégeait et s'emparait de la ville de Rhegium, qui avait soutenu Spartacus. Cela privait les rebelles d'un point stratégique vital. Les actions de Pompée visaient à combattre les restes de l'armée de Crixus et à intercepter les fugitifs. Après la défaite de Crixus, Pompée, de retour d'Espagne, reçut l'ordre de s'occuper des rebelles restants. Il réussit à mettre en déroute de petits groupes d'esclaves qui tentaient de percer vers le nord, contribuant ainsi à réprimer la rébellion. C'était en 1071 avant Jésus, la dernière année de la révolte. Spartacus, coincé dans le sud de l'Italie, décida de se frayer un chemin vers le nord. Les raisons de cette décision pouvaient être diverses. Peut-être espérait-il trouver une route vers les Alpes et les traverser pour mener son peuple hors d'Italie.
Ou peut-être cherchait-il à opposer une résistance définitive aux légions romaines, démontrant ainsi sa force et son désir de liberté. Malgré ses pertes, l'armée de Spartacus représentait encore une force considérable. Il engagea une série de batailles contre les légats de Crassus. Au cours de ces combats, les rebelles firent preuve de résilience et d'ingéniosité. Mais les légions romaines, sous le commandement expérimenté de Crassus, prirent progressivement le dessus. La bataille décisive eut lieu en Lucanie, dans le sud de l'Italie. Le lieu exact est inconnu, mais le déroulement de la bataille fut dramatique. Selon Plutarque, Spartacus combattit avec un courage exceptionnel. Il chercha à atteindre Crassus lui-même, avec l'intention de le tuer et de décider ainsi de l'issue de la bataille. Cependant, entouré de soldats romains, il tomba au combat. Les circonstances de sa mort restent sujettes à débat. Certaines sources affirment qu'il fut tué au corps à corps, tandis que d'autres affirment que son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui alimente les légendes quant à sa survie. Les conséquences de la révolte furent brutales. La République romaine chercha non seulement à réprimer le soulèvement, mais aussi à intimider quiconque pourrait envisager une rébellion similaire à l'avenir. Des milliers de rebelles furent capturés et soumis à d'horribles exécutions. Sous ordre de Crassus, quelques 6000 esclaves captifs furent crucifiés le long de la voie appienne de Capoue à Rome. Ce spectacle effroyable visait à semer la terreur et à servir d'avertissement. Pour avoir réprimé la rébellion, Crassus et Pompée reçurent des récompenses. Crassus, en tant que général en chef, remporta un triomphe à Rome, démontrant ainsi ses prouesses militaires. Pompée, ayant mis en déroute les restes de l'armée de Crixus, eut également l'occasion de célébrer sa victoire. Les deux généraux exploitèrent leur succès contre Spartacus pour renforcer leur influence politique. La rébellion de Spartacus eut un impact profond sur l'attitude des Romains envers les esclaves. La menace d'un soulèvement aussi massif et organisé révéla la vulnérabilité du système esclavagiste. De nouvelles lois furent adoptées renforçant le contrôle des esclaves, limitant leurs déplacements et leurs rassemblements. Les mesures de sécurité furent renforcées pour éviter que des événements similaires ne se reproduisent. La révolte eut également un impact sur les affaires militaires romaines. Bien que l'armée romaine demeurât largement invincible, l'expérience de combattre une force aussi flexible et inventive que celle de Spartacus força les généraux à repenser tactique et stratégie. On comprit que même des légions bien entraînées pouvaient être vaincues si elles manquaient de souplesse et de capacité d'adaptation aux conditions changeantes. Spartacus est devenu non seulement un événement historique, mais aussi un symbole puissant. Tout au long de l'histoire, l'image de Spartacus est devenue une source d'inspiration pour les peuples qui se sont battus pour leur liberté et leurs droits. De gladiateur devenu chef d'esclaves, il est devenu un symbole de la lutte contre l'oppression, d'un esprit indomptable et du désir de liberté. Les sources qui nous renseignent sur ces événements sont rares et souvent contradictoires. Les principales sont les œuvres de Plutarque, historien et biographe romain qui vécut un siècle après la révolte. Appien, historien grec, et Salluste, historien romain, sont également importants. Ces auteurs antiques ont décrit les événements chacun selon leur propre perspective, mais les détails de leurs récits diffèrent parfois. Spartacus est devenu l'incarnation de la lutte pour la liberté dans la culture et l'histoire. Son image a été interprétée différemment selon les époques. Dans l'Antiquité, il était avant tout un gladiateur à la tête d'une rébellion. Plus tard, notamment au siècle des Lumières et au XIXe siècle, il est devenu un symbole de la rébellion populaire contre la tyrannie. Son histoire a inspiré écrivains, artistes et réalisateurs.
Des œuvres classiques au film moderne, l'image de Spartacus perdure, nous rappelant la force de l'esprit humain et l'éternel combat pour la dignité. La rébellion de Spartacus, malgré son issue tragique, a marqué l'histoire à jamais. Plus qu'une simple révolte d'esclaves, elle fut la puissante manifestation d'un désir de liberté qui ne pouvait être totalement réprimé. Elle démontra que, même dans les circonstances les plus difficiles, des êtres humains sont capables de lutter pour leur droit à la vie et à la dignité. Un bref aperçu des principales étapes de la révolte comprend ses débuts à l'école de gladiateurs de Capoue, la croissance rapide de l'armée d'esclaves, les victoires contre les forces expéditionnaires romaines, les tentatives de Spartacus de quitter l'Italie, et enfin la bataille décisive contre les forces romaines supérieures. L'impact à long terme de la révolte de Spartacus sur l'histoire romaine se manifesta par le renforcement du contrôle des esclaves, ainsi que par la remise en question de certains aspects de la tactique militaire. La décision de Spartacus de percer vers le nord était dictée par une situation stratégique complexe. L'hiver 172 avant Jésus-Christ apporta froid et famine. L'armée rebelle, bien que nombreuse, souffrait d'une pénurie de vivres et de ravitaillement. Les forces romaines, sous le commandement de Marcus Licinius Crassus, renforçaient sans cesse leur siège à Brutium, dans le sud de l'Italie. Crassus, l'homme le plus riche de Rome, cherchait non seulement à réprimer la rébellion, mais aussi à acquérir une gloire militaire qui lui permettrait de s'élever dans la politique romaine. Crassus, agissant avec méthode et prudence, érigea d'impressionnantes fortifications. Il construisit un fossé et un rempart long d'environ 55 kilomètres, traversant l'isthme de Brutium. Cette ligne défensive devait isoler Spartacus et son armée du reste de l'Italie, les forçant à se rendre ou à accepter la bataille à des conditions défavorables. Le siège s'éternisa et la situation des rebelles devint de plus en plus désespérée. Spartacus, conscient du danger, lança une tentative désespérée d'évasion. Il choisit la période la plus froide et la plus sombre de l'année, espérant être surpris. La nuit, sous le couvert d'une tempête de neige, les rebelles tentèrent de percer les fortifications romaines. Certaines unités réussirent, mais beaucoup furent tués ou capturés. Cette percée, bien que partiellement réussie, coûta à Spartacus de lourdes pertes et démontra la détermination des Romains. Après cette percée infructueuse, Spartacus décida de se diriger vers le nord. Espérait-il atteindre les Alpes et mener ses hommes hors d'Italie, ou peut-être trouver des alliés parmi les tribus gauloises et germaniques? Son armée, affaiblie mais toujours redoutable, se dirigea vers la Lucanie. À cette époque, Pompée, un autre éminent général romain, revenait de la guerre d'Espagne. Il avait reçu l'ordre d'intercepter tout groupe de rebelles qui tenteraient de fuir vers le nord. Pompée, réputé pour sa discipline et son efficacité, était prêt à les affronter. Crassus se lança sans tarder à la poursuite de l'armée de Spartacus. Il chercha à empêcher les rebelles de se regrouper et à leur porter un coup décisif. Au cours d'une série d'escarmouches, les légats romains subordonnés à Crassus remportèrent des victoires locales, affaiblissant progressivement l'armée de Spartacus. La bataille de Lucanie marqua un tournant. Son lieu exact est inconnu, mais ce fut le dernier engagement majeur de Spartacus. L'armée rebelle, malgré son incroyable bravoure, était déjà considérablement affaiblie. Les légions romaines, mieux armées et mieux organisées, bénéficiaient d'une nette supériorité numérique. Spartacus, comme toujours, combattit en première ligne, inspirant ses guerriers. Gladiateur rompu au combat, son courage était indéniable. Cependant, la supériorité tactique,
La discipline et le nombre des Romains s'avérèrent finalement décisifs. Au cours de la bataille, un incident tragique se produisit. Un détachement commandé par Crixus, qui s'était auparavant séparé de l'armée principale, fut mis en déroute par les Romains. Cela affaiblit l'armée de Spartacus et en sapa probablement le moral. Au cours de la bataille décisive, Spartacus, selon les historiens, tenta de rejoindre Crassus en personne pour l'affronter. Blessé, il continua le combat. Il finit par tomber au combat, entouré d'ennemis. Les circonstances exactes de sa mort restent obscures, mais toutes les sources s'accordent à dire qu'il est mort au combat. Après la mort de Spartacus, les restes de son armée furent dispersés. Les troupes romaines achevèrent la déroute, poursuivant et éliminant les fugitifs. Pompée, arrivé en Italie, contribua également à la répression du soulèvement en interceptant les groupes de rebelles qui tentaient de s'échapper. La campagne de 1071 avant Jésus-Christ marqua ainsi le dernier acte de l'histoire dramatique de Spartacus et de sa rébellion. Malgré une résistance héroïque, les forces étaient inégales, et Rome, forte de sa puissante machine militaire, l'emporta. Cependant, l'héritage de Spartacus, combattant pour la liberté, se révéla bien plus durable que la République romaine elle-même. Après la chute de Spartacus au combat et la dispersion de son armée, la République romaine entame la phase finale de la répression de la rébellion. Cette phase est marquée non seulement par des actions militaires, mais aussi par de brutales mesures d'intimidation destinées à démontrer la force et la cruauté de l'État romain. Le plus gros de la répression retomba sur Marcus Licinius Crassus, qui commandait une force considérable. Sa stratégie consistait non seulement à vaincre, mais à éradiquer toute résistance potentielle. Après la déroute de l'armée principale de Spartacus, les Romains lancèrent une traque systématique des rebelles restants. Des milliers d'esclaves fugitifs ayant rejoint la rébellion furent capturés. Pour rappeler à tous les conséquences de la désobéissance, les Romains recoururent aux exécutions de masse. La manifestation la plus horrible de cette cruauté fut la crucifixion. Des milliers de croix furent érigées le long de la voie appienne, l'une des principales artères menant à Rome. Sur chaque croix était accroché un esclave capturé. Ce spectacle était destiné à semer la peur chez quiconque envisagerait un jour une rébellion. Les historiens estiment que le nombre de personnes exécutées atteignit 6000. Il ne s'agissait pas seulement d'un châtiment, mais d'une démonstration du pouvoir absolu de Rome qui ne tolérait aucune contestation de son autorité. Au-delà des exécutions, les Romains veillèrent à ce que ceux qui avaient participé à la répression de la rébellion reçoivent leur juste récompense. Marcus Licinius Crassus, qui joua un rôle clé dans la campagne, reçut un butin colossal et l'opportunité d'organiser un cortège triomphal à Rome. C'était le plus grand honneur pour un commandant ayant remporté la guerre. Le triomphe était une grande célébration démontrant la puissance et la grandeur de Rome et mettant en lumière les exploits de Crassus. Cnaeus Pompée, de retour d'Espagne, s'en attribua également le mérite, ses troupes ayant intercepté des groupes de fugitifs tentant de s'échapper. Cependant, le mérite principal revendiquait Crassus, qui joua plus tard un rôle dans leur rivalité politique. Bien que réprimée, la rébellion de Spartacus eut un impact profond sur l'attitude des Romains envers les esclaves. Jusque-là, l'esclavage était considéré comme un élément naturel de la société, le fondement de l'économie. Cependant, une rébellion d'une telle ampleur démontra la fragilité de ce système. Les autorités romaines redoublèrent de vigilance. Des mesures furent prises pour renforcer le contrôle des esclaves.
Les conditions de détention et de travail des esclaves, notamment dans l'agriculture, pouvaient devenir encore plus difficiles. Les propriétaires d'esclaves furent contraints de redoubler d'attention aux mesures de sécurité afin de prévenir de nouvelles évasions ou rébellions. Globalement, la rébellion de Spartacus servit de signal d'alarme pour l'élite romaine, démontrant que même les couches les plus opprimées de la société pouvaient représenter une menace sérieuse. L'impact de la révolte ne se limita pas aux relations entre maîtres et esclaves. Elle eut également des répercussions sur la politique et les affaires militaires romaines. Le prestige politique de Crassus et de Pompée fut considérablement accru par leur rôle dans la répression de la rébellion, le renforcement de leurs positions au Sénat romain et la lutte pour le pouvoir. Sur le plan militaire, si l'armée romaine démontra sa force, la révolte démontra également que même des troupes bien organisées et disciplinées pouvaient affronter de sérieux défis face à un ennemi déterminé. Les tactiques employées par Spartacus, comme sa capacité à mobiliser et à former rapidement des hommes, ainsi que son habileté à exploiter le terrain, furent certainement remarquées par les généraux romains. Bien que la machine militaire romaine se soit finalement avérée supérieure, les leçons tirées de ce conflit ont peut-être contribué au développement ultérieur des tactiques et stratégies militaires. La révolte de Spartacus fut l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la République romaine, démontrant à la fois sa force et sa vulnérabilité, et laissant une profonde empreinte dans l'opinion publique. La rébellion de Spartacus, l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Rome antique, a laissé une marque indélébile, non seulement dans les chroniques, mais aussi dans la conscience collective de l'humanité. Son histoire, enveloppée de légendes et réinventée au fil des siècles, continue de passionner et d'inspirer. Aujourd'hui, nous abordons la 8e partie de notre récit pour examiner comment la rébellion de Spartacus a transformé la culture et l'histoire, passant d'un événement historique réel à un puissant symbole. Nos principales sources d'informations sur la révolte proviennent d'historiens romains ayant vécu peu après les événements. Parmi eux, les plus importants sont Plutarque, Appien et Salluste. Plutarque, historien et biographe grec, offre dans ses vies parallèles un récit détaillé de Spartacus, de sa personnalité et du déroulement de la révolte. Écrit avec une compréhension approfondie de la psychologie humaine, son ouvrage se concentre souvent sur les personnages et leurs motivations. Appien, historien romain d'origine grecque, a également décrit la révolte en détail dans son Histoire romaine, en insistant sur ses aspects militaires et ses conséquences politiques. Salluste, historien romain connu pour ses travaux sur la conjuration de Catilina et la guerre de Jugurtha, a également mentionné la révolte des esclaves, bien que son œuvre n'ait malheureusement pas été intégralement conservée. Ces auteurs anciens, malgré les biais possibles liés à leur citoyenneté romaine, nous fournissent des éléments pour comprendre l'ampleur et la signification de cet événement monumental. Spartacus, par sa résistance, est devenu l'incarnation de la lutte pour la liberté. Son image a été interprétée différemment selon les époques. Pour certains, il était un simple gladiateur qui a pris les armes contre ses oppresseurs. Pour d'autres, il était un brillant chef militaire, capable d'unifier des groupes d'esclaves disparates et de défier le puissant empire romain. À la Renaissance, avec le regain d'intérêt pour l'Antiquité, Spartacus fut associé aux idées d'humanisme et à la lutte pour les droits individuels. Au siècle des Lumières, où les idées de liberté et d'égalité prirent une importance particulière, son image devint un symbole du soulèvement populaire contre la tyrannie. Au XIXe siècle, période de bouleversements sociaux et de révolution, Spartacus était perçu comme un héros inspirant les opprimés à lutter pour leurs droits.
Son histoire trouva un écho particulier en Union soviétique, où Spartacus était présenté comme un révolutionnaire, un combattant pour la justice sociale et un précurseur de la lutte des classes. Cette image multiforme de Spartacus nous permet de le voir non seulement comme un personnage historique, mais comme un symbole éternel du désir de liberté et de dignité. L'histoire de Spartacus a été reflétée dans d'innombrables œuvres d'art. Littérature, cinéma, théâtre et peinture ont tous abordé le thème de la rébellion des esclaves. L'une des œuvres littéraires les plus célèbres consacrées à Spartacus est le roman Spartacus de Giovanni Arrigo Boiardo, écrit au XVe siècle. Plus tard, au XXe siècle, le célèbre livre Spartacus de Raffaello Giovagnoli, publié au XXe siècle, a profondément influencé la perception populaire du gladiateur rebelle. Écrit dans le genre de la fiction historique, ce livre décrit avec force les exploits et la tragédie de Spartacus. Au cinéma, Spartacus a été incarné par de nombreux acteurs. Le plus célèbre est bien sûr le film hollywoodien Spartacus de 1960, réalisé par Stanley Kubrick et interprété par Kirk Douglas. Malgré quelques libertés historiques, ce film est devenu un classique et a largement façonné la compréhension de la rébellion par le public moderne. Mentionnons également le film italien Spartacus de 1953 avec Jean Marais. L'image de Spartacus a également attiré l'attention des peintres. Par exemple, Spartacus de Jean-Léon Gérôme représente un gladiateur avant un combat. Ces œuvres, chacune à leur manière, nous aident à mieux comprendre et ressentir l'esprit de l'époque et la tragédie du protagoniste. L'importance de la rébellion de Spartacus pour la compréhension du monde antique est indéniable. Elle a démontré que même le plus puissant empire n'est pas à l'abri des menaces internes. Elle a démontré que l'oppression, aussi brutale soit-elle, ne peut étouffer complètement le désir humain de liberté. Pour les Romains, habitués à se considérer comme le summum de la civilisation, ce fut une profonde leçon. Elle les a contraints à repenser leur attitude envers les esclaves sans toutefois entraîner de changements immédiats et radicaux dans le système esclavagiste. Au contraire, comme nous l'avons déjà mentionné, la rébellion fut suivie de contrôles plus stricts et d'une sécurité renforcée. D'autre part, la rébellion de Spartacus est devenue un symbole puissant qui a inspiré les combattants de la liberté pendant des siècles. Elle a rappelé au monde que l'histoire n'est pas écrite seulement par les vainqueurs, mais aussi par ceux qui osent défier l'injustice. L'histoire de Spartacus est plus qu'une simple rébellion d'esclaves. C'est une histoire de l'esprit humain, de la volonté inébranlable de liberté qui, même réprimée, continue de vivre dans les mémoires et d'inspirer les générations futures. Nous arrivons au terme de notre voyage à travers les temps turbulents de la République romaine, une époque marquée par la révolte de Spartacus. L'histoire de ce grand conflit, qui débuta par l'évasion d'une poignée de gladiateurs de l'école de Lentulus Batiatus à Capoue en 73 avant Jésus, se transforma en un mouvement de grande ampleur qui engloutit une grande partie de l'Italie. Nous avons retracé comment Spartacus, ses camarades Crixus et Eunomas, puis Spartacus lui-même, parvinrent à unir sous leur bannière des milliers d'esclaves, de paysans et d'affranchis en fuite, créant ainsi une armée qui, pendant 2 ans, défia la puissance de Rome. Nous avons vu comment cette armée, malgré le manque d'entraînement régulier et d'armes professionnelles, a fait preuve d'une résilience et d'une ingéniosité tactique remarquables. La bataille du Vésuve, où les rebelles, exploitant le terrain naturel, ont réussi à vaincre les légions romaines, est devenue un exemple éclatant de leur combativité. Nous avons vu Spartacus, cherchant à mener ses hommes hors d'Italie, se heurter à la trahison des pirates ciliciens, entraînant des conséquences tragiques. L'histoire de la révolte nous a également montré comment Rome, confrontée à une menace sans précédent, a mobilisé ses meilleures forces.
La nomination de généraux expérimentés, tels que Marcus Licinius Crassus et Cnaeus Pompeius, témoigne de la gravité de la situation. Nous avons examiné leurs décisions stratégiques visant à réprimer la révolte, notamment la construction de fortifications massives destinées à isoler Spartacus dans la partie sud de la péninsule. Enfin, nous avons abordé l'étape finale et décisive de cette histoire dramatique, la campagne de 71 avant Jésus-Christ, qui culmina avec la bataille de Lucanie. Malgré l'héroïsme des rebelles, cette bataille se solda par leur défaite, et Spartacus lui-même, selon les auteurs antiques, périt au combat, combattant jusqu'au bout. Les conséquences de cette rébellion furent graves. Rome, cherchant à démontrer sa force et à prévenir de tels événements, recourut à la brutalité. Des milliers de rebelles furent crucifiés le long de la voie appienne, rappel sinistre du prix de la désobéissance. Crassus et Pompée, victorieux, remportèrent des triomphes bien mérités, renforçant leur position politique romaine. Cependant, malgré la brutalité de la répression, la rébellion de Spartacus laissa une marque indélébile. Elle força la société romaine à réfléchir au problème de l'esclavage, sans toutefois entraîner de changements immédiats et fondamentaux. Elle se traduisit plutôt par un renforcement des contrôles et des mesures de sécurité. Sur le plan culturel, Spartacus est devenu un symbole durable de la lutte pour la liberté et la dignité. Des sources telles que les écrits de Plutarque, d'Appien et de Salluste nous ont rapporté cet événement, nous permettant de l'étudier et de le comprendre. L'image de Spartacus a inspiré écrivains, artistes et réalisateurs à travers les siècles, apparaissant dans la littérature, la peinture et le cinéma. Des œuvres classiques aux interprétations modernes, son histoire continue de toucher et de susciter la réflexion. La rébellion de Spartacus est bien plus qu'un simple chapitre de l'histoire antique. C'est l'histoire de l'esprit humain indomptable, de l'aspiration à la liberté qui, même réprimée, continue de vivre dans les mémoires et d'inspirer. Elle a démontré que même le plus puissant des empires ne peut éteindre complètement la soif de liberté qui habite le cœur des hommes. Elle nous rappelle avec force que l'histoire est façonnée non seulement par les actions des vainqueurs, mais aussi par le courage de ceux qui osent défier l'injustice. Notre voyage à travers l'histoire de la République romaine et de la révolte de Spartacus s'achève, nous laissant une profonde compréhension du passé. Nous avons vu comment les processus sociaux et économiques complexes, la puissance militaire et les aspirations humaines se sont entrelacés pour façonner le cours de l'histoire. Maintenant que nous concluons notre récit, que seul le calme écho des événements passés demeure dans votre esprit. Que les images du monde antique, emplies de grandeur et de lutte, cèdent la place à une paix sereine. L'histoire de Rome, comme celle de tout grand voyage civilisationnel, est riche d'enseignements. Mais en fin de compte, tous ces enseignements conduisent à la compréhension de la nature cyclique du temps et de l'immuabilité des aspirations humaines. Laissez cette connaissance, acquise dans le silence et la tranquillité, s'intégrer à votre monde intérieur, vous apportant un sentiment de plénitude et de paix. Laissez chaque son, chaque mot prononcé ici vous bercer d'un sommeil profond et réparateur. Laissez le monde antique, avec ses cités majestueuses, ses armées puissantes et ses esprits inébranlables, n'être qu'un écho silencieux et lointain, s'évanouissant dans la nuit sereine. Dormez paisiblement.